Bientôt 17h sur BFM TV. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce dimanche. Ces 3 homicides la nuit dernière à Marseille, dans 2 arrondissements de la ville. 2 affaires pour l'heure sans lien établi. Il pourrait s'agir de règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Les détails à suivre. Protocole de niveau 2 pour la rentrée scolaire. Moins de 2 semaines avant le retour en classe, Jean-Michel Blanquer détaille dans le journal du dimanche les conditions d'accueil des élèves. Ce sera sans passe sanitaire, mais avec le masque. Le ministre promet un accès facilité au vaccin pour les plus de 12 ans. Explication dans ce journal. Et puis d'importants moyens toujours déployés dans le Var. Plus de 400 pompiers sont encore sur place pour surveiller une possible reprise de l'incendie qui s'est déclaré lundi. Le vent pourrait raviver le feu qui n'est pas complètement éteint. Le point sur la situation dans quelques minutes. Enfin, la femme aux 2 amours, bientôt panthéonisée. Emmanuel Macron a donné son accord à l'entrée au Panthéon de l'artiste franco-américaine résistante et militante antiraciste Joséphine Baker. La cérémonie devrait se tenir le 30 novembre, l'aboutissement d'une pétition lancée il y a 2 ans. Trois hommes connus pour trafic de stupéfiants ont donc été tués la nuit dernière à Marseille dans plusieurs arrondissements de la ville. Il pourrait s'agir de nouveaux règlements de compte selon la procureure de la République. La police judiciaire est saisie des 2 affaires. Retour sur les faits avec vous, Nargis Hadji. Vous êtes notre reporter dans la cité phocéenne. Est-ce qu'on peut refaire le point sur ce qui s'est passé concrètement la nuit dernière ? Oui, selon nos informations, cette nuit, il est aux alentours de minuit, ici dans la résidence Marine Bleue, dans le 14e arrondissement de Marseille, lorsque 2 hommes entrent dans la cité. Ils sont munis d'armes à feu et une fusillade éclate. Ils tirent sur 2 hommes qui sont installés dans cette cité sur un muret en train de discuter. Les victimes de 25 et 26 ans, atteintes par plusieurs projectiles, décèdent sur place malgré l'intervention des marins-pompiers. Aux alentours d'1h du matin, un petit peu plus loin, cette fois dans le 4e arrondissement de Marseille, soit à 5 km d'ici, eh bien, selon nos informations, plusieurs individus à bord d'un véhicule sombre tirent à plusieurs reprises sur un homme âgé de 27 ans. Cet homme est ensuite enlevé et peu de temps après, un véhicule susceptible d'être celui utilisé par les auteurs est retrouvé. À l'intérieur, un corps en partie calciné est découvert dans le coffre. Il pourrait donc s'agir de la personne qui a été enlevée. La police judiciaire de Marseille est saisie pour les 2 affaires. Des enquêtes sont ouvertes pour les premiers faits pour assassinat en bande organisée et pour le second pour enlèvement et homicide en bande organisée. Les auteurs sont toujours en fuite. D'ailleurs, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône nous a fait savoir que pour le moment, aucune interpellation n'avait été faite. Merci Nargis Hadji pour ces précisions, ces dernières informations. Vous êtes à Marseille pour BFM TV avec Juliane Roland. Ces faits, malheureusement, ne sont pas les isolés. Ils atteignent un degré de violence jamais égalé à Marseille, selon la conseillère municipale Les Républicains de la ville, en charge de la prévention de la délinquance. Sur notre antenne, Ayata Tia demande plus de moyens pour lutter contre ce fléau. Il nous faut les moyens humains, logistiques et techniques, c'est-à-dire des policiers formés pour aller dans ces quartiers-là, et qui n'ont pas peur, parce que sincèrement, quand on va dans les quartiers nord, on n'a pas beaucoup il y a des descentes, mais par exemple au Marronnier, moi j'y suis allée le lendemain de la tuerie, le trafic a repris tout à fait normalement, sans aucune crainte. Donc il faudrait... Gérald Darmanin a parlé à un moment de CRS. Et vous plaisantez, les manifestants contre le pass sanitaire n'ont pas peur des CRS. Vous pensez que des minots qui sont armés, comme je disais, jusqu'aux dents, vont avoir peur des CRS? Mais soyons sérieux, mettons des moyens humains, mais des moyens qui pourront faire la différence sur le terrain. Voilà, et on rappelle qu'à l'heure où l'on se parle, à 17h03 sur BFM TV, on ne connaît pas encore les motivations exactes des auteurs de ces violences de la nuit dernière à Marseille. Des enquêtes judiciaires sont en cours, mais tout porte à croire qu'il s'agit de nouveaux règlements de compte. Ces règlements de compte qui sont un fléau qui a déjà fait 11 morts dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. Vous voyez ce chiffre sur votre écran. Jean-Baptiste Perrier, bonjour. Vous êtes notre invité, directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie à l'Université d'Aix-Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait, 4 morts en à peine une semaine, avec toujours des armes à feu en jeu. Est-ce qu'il y a, selon vous, une augmentation ou pas de la criminalité à Marseille ?
Alors, de la criminalité générale, c'est difficile à mesurer. Ce qu'on voit assez nettement, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des règlements de compte, puisqu'on retrouve un volume de règlements de compte qui était celui d'il y a à peu près une décennie. Et sur la dernière décennie, on avait réussi à baisser. On était, il y a plus de 10 ans, sur une vingtaine de règlements de compte par an. On retrouve ces niveaux-là, qui sont des niveaux très élevés, avec effectivement une accélération depuis le début de l'été. Vous l'avez dit, même cette semaine, 4 morts, 4 règlements de compte. À voir ensuite, ils sont tous liés au trafic, parce qu'il faut toujours être prudent sur ces faits. Le fait que des personnes liées à des trafics de stupéfiants soient impliquées dans des fusillades ne veut pas dire que la fusillade a un lien avec le trafic de stupéfiants. C'est très souvent le cas, bien sûr, mais l'enquête judiciaire permettra de le démontrer. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a un risque ici d'accélération, parce que s'il y a des règlements de compte, on sait que dans ces hypothèses-là, sans doute, un lien pourra être fait ou non, mais on sait qu'il y a un risque qu'il y ait une accélération, du moins une escalade dans la violence, jusqu'à qu'on retrouve une phase plus apaisée. C'est cyclique. On l'a déjà observé par le passé, et là, on est sans doute dans un de ces cycles. Vous voulez dire que des règlements de compte appellent inévitablement presque d'autres règlements de compte dans la foulée, c'est ça ? Alors, pas inévitablement, mais très souvent, on a une série de règlements de compte parce que ce sont des groupes rivaux qui se disputent parfois des secteurs, il y a parfois aussi d'autres causes, simplement, ça peut être des querelles qui sont sur fond de trafic du stupéfiant, mais qui sont pas liées à une prise de territoire. Et entre groupes, eh bien, souvent, on a effectivement l'œil pour œil, dent pour dent, et donc si un groupe attaquait l'autre va répliquer. Donc ça, on l'a déjà observé, et on sait que quand on prend sur la précédente décennie, quand il y a des règlements de compte, c'est rarement des faits isolés, c'est plutôt des grappes de faits rapprochés. Là, on a des règlements de compte qui s'accélèrent cette semaine. Est-ce que le cycle a pris fin ou est-ce qu'il n'est pas totalement terminé ? C'est sur cela, en tout cas, que les services de police doivent être vigilants. Des cycles bien identifiés. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'avenir, arriver à enrayer définitivement ce type de fait ? Alors, ça ne se fera pas si rapidement. Déjà, ça a été dit, une question des moyens. Alors, je ne sais pas s'il faut des moyens particuliers. En tout cas, il faut des moyens humains. Ça avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur. On avait annoncé 300 policiers supplémentaires, dont 100 d'ici la fin de l'année. Il faut comprendre aussi que 100, c'est peu. 100 policiers supplémentaires, ce ne sont pas 100 policiers qui vont travailler 24 heures sur 24. Il y a des temps de repos, etc. Donc, c'est une vingtaine ou une trentaine de policiers supplémentaires sur le terrain. Et compte tenu de la charge de travail et de la masse qu'il faut réussir à combattre, ça semble assez peu. Il y a une question aussi de priorité dans l'affectation de ces moyens. Est-ce qu'on veut lutter plutôt contre les usagers ou plutôt contre les trafiquants ? J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre antenne, il faut redéfinir l'approche dans la lutte contre les stupéfiants en axant tout, en misant tout sur la lutte contre le trafic et peut-être moins courir après les usagers. Merci beaucoup Jean-Baptiste Perrier donc, pour ces explications. On rappelle par rapport aux faits de cette nuit à Marseille, les enquêtes sont en cours. On ne connaît pas encore exactement les motivations des auteurs. On va parler maintenant, Fanny, de la rentrée scolaire. Oui, ça approche, c'est le 2 septembre et il n'y aura pas besoin de passe sanitaire à l'école, ni pour les élèves, ni pour les enseignants, ni pour les parents. Annonce faite par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'était dans une interview aujourd'hui dans le journal du dimanche. Oui, face au variant Delta, Jean-Michel Blanquer veut aussi faciliter la vaccination des collégiens et lycéens. Les détails avec Thibaut Grosse. À 10 jours de la rentrée scolaire, beaucoup de parents et d'élèves appréhendent déjà le nouveau protocole sanitaire. J'ai peur que l'école elle sera encore à la maison, qu'on a encore le masque, qu'on ne va pas encore changer de classe. On se dit simplement qu'à un moment donné, il va falloir trouver une réelle solution plutôt que des protocoles bout par bout. Aujourd'hui, dans une interview au journal du dimanche, le ministre de l'Éducation veut arrondir les angles. Pas de passe sanitaire à l'école, y compris lors des sorties scolaires, sauf pour celles où les élèves sont en contact avec du public, comme les visites au musée. Au collège ou au lycée, pour les élèves non vaccinés, 7 jours d'isolement obligatoire dès qu'un cas positif est détecté dans une classe. Une mesure difficile à mettre en œuvre selon ce syndicat. On ne sait pas qui est vacciné. Dans nos classes, nous, on n'a pas accès, en tout cas à l'heure actuelle, à cette information. A priori, ça devrait être les autorités sanitaires qui nous disent si Kevin en 4e A est vacciné ou n'est pas vacciné. Là aussi, les ARS ont probablement autre chose à faire de leur journée. Les mesures de prévention de l'année passée sont maintenues. Gestes barrières, nettoyage des locaux, interdiction des sports de contact en intérieur ou encore ouverture régulière des fenêtres. Pas suffisant, estime le médecin Jean-Paul Hamon. Moi, ce qui m'a frappé dans ce protocole, c'est qu'à aucun moment, on ne parle de purificateur d'air, alors que, franchement, c'est ce genre de choses qui sécuriserait les classes et tous les lieux confinés. La vaccination des plus de 12 ans sera fortement encouragée.
Des centres éphémères seront ouverts à proximité des établissements. Hier, pour le 6e samedi de manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, plus de 175 000 personnes ont défilé un petit peu partout en France. Vous voyez ces images tournées donc hier. 175 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, près de 389 000 selon le collectif militant Le Nombre Jaune. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation est à la baisse par rapport à la semaine dernière. Une baisse qui est prise avec une grande prudence par le gouvernement. Les explications de Julia Van Elst, journaliste politique BFM TV. Gouvernement qui déjà quand même se satisfait de cette baisse. On voit qu'il y a un essoufflement, des premiers signes d'essoufflement dans ces manifestations, de quoi redonner quand même un petit peu de couleur au chef de l'État, d'autant que les sondages lui sont plutôt favorables. Exemple avec un dernier sondage paru aujourd'hui dans le JDD qui montre que la popularité d'Emmanuel Macron progresse, plus 3 points en un mois, et à 8 mois de la présidentielle, eh bien 41% des Français se disent satisfaits de l'action du président de la République. À titre d'exemple, c'est 25 points de plus que François Hollande à la même époque. Donc quand même, satisfaction. Mais effectivement, il faut rester très prudent parce qu'il y a plusieurs sujets, on va dire, assez inflammables qui vont arriver à la rentrée. Tout d'abord, la question de la vaccination des enfants de moins de 12 ans. Pour le moment, c'est pas d'actualité, comme le disait Jean-Michel Blanquer, mais les autorités sanitaires sont quand même en ce moment en train de travailler sur cette question et le cabinet d'Olivier Véran me disait que cette question n'était pas fermée en réalité. Risque de crispation aussi avec le protocole de rentrée scolaire. Comment ça va être reçu ça par les enseignants et par les parents. Et puis attention au mois d'octobre, parce qu'au mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer? Les tests PCR vont devenir payants et les enseignants, à partir de là, pourront être suspendus s'ils ne sont pas vaccinés. Donc un président de la République en position de force pour le moment, mais chaque petite étincelle peut venir raviver la contestation. Sécheresse et vent. Dans le Var, les massifs forestiers restent en risque incendie très sévère ce dimanche. Le feu qui a fait 2 morts et ravagé plus de 7000 hectares depuis lundi n'est toujours pas éteint. Pour parler de la situation sur place, on est en direct avec notre reporter Thomas Herman. Vous vous trouvez dans la commune du Luc, dans le Var, donc, où d'importants moyens sont toujours déployés. Sur place, on craint notamment le Mistral, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est le Mistral qui est redouté et attendu par l'Est. Et depuis plusieurs jours, depuis 2 jours notamment, on fait un fort travail de préparation. On s'attaque aux lisières, entre la végétation carbonisée et la végétation. C'est la ligne de feu. Alors on s'est attaqué à la lisière sur le flanc Est pour poser du retardant, puisque le vent va souffler par l'Ouest et va donc taper dans cette lisière. Et c'est là où il y a des risques de reprise de feu. Le travail qui a été fait depuis 2 jours. Et aujourd'hui, on opère de la surveillance. Pour le moment, il n'y a pas eu de départ de feu, mais ici, plus de 400 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Écoutez le commandant des opérations. Nous craignons une petite reprise de feu mal placée qui pourrait partir dans le vert assez rapidement et qui pourrait de nouveau générer un feu important. Donc pour ça, on a des engins vraiment répartis de partout. On a également la sécurité civile, un dash en guet armé au-dessus des départements. Et nous avons donc bien sûr, nous pourrons avoir l'appui des moyens aériens varois, à savoir des hélicoptères bombardiers d'eau, ou nationaux, donc les Pélicans, les Canadair. Situation donc encore tendue ce dimanche après-midi et pour la journée de demain, puisqu'il fait très chaud. Les températures sont au-dessus de 33-35 degrés. L'air est également très sec. Le sol, lui aussi, est très sec. Les sapeurs-pompiers qui continuent ce travail de surveillance, ils sont 465. Je vous le rappelle, ils étaient au plus fort de cet incendie 1200. Et ce qui est important de préciser, c'est dans le département du Var, il y a en total 1100 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés partout dans toutes les casernes et qui peuvent intervenir sur d'autres départs de feu si besoin. Je vous le rappelle que cet incendie, lui, a ravagé 7100 hectares. Merci pour ces dernières précisions, Thomas Herman, avec Thomas Loriot en direct du Var pour BFM TV. On traverse l'Atlantique à présent avec ces risques d'inondation cette fois-ci et de fortes pluies qui mettent en alerte la côte nord-est du pays aux États-Unis. L'ouragan Henri, finalement rétrogradé en tempête tropicale, doit atteindre la côte dans les prochaines heures. Des vents qui pourraient aller jusqu'à 110 km/h et qui pourraient toucher les côtes au niveau de Long Island, près de New York, ou encore de la Nouvelle-Angleterre, un peu plus au nord.
Plus au sud, c'est l'ouragan Grace qui fait parler de lui. Lui aussi a été rétrogradé en tempête tropicale. Il a perdu de sa puissance en touchant terre hier sur la côte est du Mexique. Mais Grace, accompagné de vent atteignant parfois les 205 km/h, a quand même fait au moins 8 morts dans l'état de Veracruz. Ouragan, tempête, mais aussi incendie dramatique. Les signes du dérèglement climatique se sont imposés dans l'actualité. Vous l'avez vécu ces derniers jours. D'ailleurs, ne ratez pas notre grand format Ligne Rouge lundi soir. Climat, l'apocalypse, c'est donc à suivre demain à 20h50. Voici un extrait. Dans l'Est asiatique, c'est la saison des pluies, mais les intempéries sont cette année particulièrement violentes. Conséquence, cette impressionnante coulée de boue au Japon. Et des inondations meurtrières dans le centre de la Chine. L'équivalent d'une année de pluie est tombé en 3 jours sur cette métropole. Du jamais vu en 60 ans de relevé météo. Dans le métro, des passagers se retrouvent pris au piège par la montée des eaux. Ces vidéos suffocantes ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Des sauveteurs ont fini par briser les vitres. La plupart ont réussi à se frayer un chemin vers la surface, comme ce rescapé. Le courant était très fort. Il a emporté plusieurs personnes. On a failli abandonner, on était épuisés. Mais on s'est accroché à une rambarde, fermement. Et c'est pour ça que j'ai ces bleus sur les bras. Si vous lâchez, vous êtes emporté. Ce jour-là, au moins 12 passagers du métro se sont noyés. Au total, selon les autorités chinoises, ces inondations ont fait 302 morts et 50 disparus. Des images impressionnantes à retrouver donc demain dans ce grand format Climat, l'apocalypse, qui sera ensuite décrypté par cet invité que vous voyez à l'image, invité exceptionnel, Nicolas Hulot d'Aurélie Casse. Donc demain soir dans Ligne Rouge à partir de 21h30, l'ancien ministre de la Transition écologique qui exprime notamment son inquiétude face aux récentes catastrophes naturelles. On en vient à présent à l'actualité. Prudemment modélisé par les scientifiques, les phénomènes s'accélèrent, s'emballent, se combinent, et de l'inquiétude qu'à un moment ou à un autre, l'humanité, quelle que soit sa puissance, son intelligence, perde la main. L'inquiétude parce que je vois déjà le lot de souffrance que cela occasionne. Et j'entends bien ce que nous disent les scientifiques, c'est que ça n'est qu'un échantillon de ce qui peut nous arriver. Et au-delà de l'inquiétude, comment dire, une forme de rage, parce que on est dans cette situation paradoxale, c'est que l'homme n'a jamais été aussi intelligent, mais jamais été aussi vulnérable. Quelque part, il a trop bien réussi. Il est victime de sa réussite, qui programme son déclin. C'est le paradoxe de l'époque, c'est que si notre intelligence, nos moyens, nos technologies, notre économie, on le mettait du côté de la solution et pas du côté du problème, on ne serait pas dans cette situation. On en vient à présent à l'actualité en Afghanistan. Depuis la prise du pouvoir par les talibans, il y a une semaine maintenant, la situation est toujours chaotique à l'aéroport de Kaboul. 7 personnes ont perdu la vie dans des mouvements de foule, selon le ministère britannique de la Défense. Chloé Giraud. À l'extérieur de l'aéroport de Kaboul, une foule compacte. Face à elle, des soldats britanniques et quelques gardes talibans donnant des coups de roseau. Ces milliers d'Afghans tentent à tout prix de pénétrer dans l'enceinte pour prendre le premier avion. Samedi, plusieurs personnes sont mortes, probablement écrasées par la foule. Cette femme attend depuis des heures. Elle a travaillé avec des entreprises allemandes et espère désespérément pouvoir fuir le pays. Les talibans ne respectent pas leur engagement. Ils menacent ceux qui ont travaillé pour les pays occidentaux. Ils me suspectent. Comment pourrais-je vivre en Afghanistan dans ces circonstances ? Tout autour de l'aéroport, le chaos s'est installé. Les soldats britanniques et américains courent dans tous les sens pour porter secours.
Les cris se mêlent aux pleurs des enfants. En proie à la déshydratation, certains Afghans sont extrêmement affaiblis. Dans ce contexte, difficile de calmer les esprits. Parfois, nous arrivons à calmer la foule grâce à des ressortissants locaux. Quand ils voient que le processus fonctionne, ils se calment, mais quand ils ont chaud et se déshydratent, ils commencent à s'énerver. Les opérations d'évacuation se poursuivent dans la capitale afghane. Depuis la prise de pouvoir des talibans, des dizaines de milliers de personnes ont tenté de fuir le pays. Cette situation dramatique, on vient de le voir en Afghanistan, fait évidemment réagir les opinions publiques dans le monde entier, en France aussi bien sûr. Des manifestations de soutien au peuple afghan sont d'ailleurs organisées à Paris notamment. Ah oui, on prend la direction d'ailleurs de la place de la République pour vous retrouver Charles Bert pour une manifestation qui touche à sa fin. Quelles étaient les demandes des participants présents autour de vous ? Oui, absolument. Ils sont encore quelques centaines de manifestants sur place. Ils étaient jusqu'à 1000 au plus fort de la mobilisation cet après-midi. Tous réunis à l'initiative de plusieurs associations et collectifs. La plupart ont en fait des proches, amis ou familles qui sont bloqués en Afghanistan et ils se battent pour leur rapatriement. C'est le cas de Mazad avec qui nous avons pu échanger juste avant. Sa cousine, professeure d'école, est bloquée à Kaboul. Elle reste chez elle, ne travaille plus, a très peur des talibans. Et depuis la France, sa cousine tente en vain à ce qu'elle puisse trouver refuge, sauver notre famille. Dirigeants européens, sauvez-nous. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu lire cet après-midi sur la plupart des pancartes. Les associations demandent également le rapatriement de personnes au cas très précis. Ce sont les auxiliaires de l'armée française. Ce sont ces cuisiniers, ces interprètes ou encore ces traducteurs qui ont servi nos soldats ces dernières années. Emmanuel Macron a déclaré que c'était de notre devoir de les rapatrier. Mais quand? C'est toute la question. Les associations estiment ici qu'ils sont encore entre 70 et 80 personnes dans ce cas de figure en Afghanistan. Quand seront-ils rapatriés? C'est toute la question. En tout cas, une nouvelle manifestation aura lieu la semaine prochaine, cette fois-ci devant le ministère des Affaires étrangères. Merci Charles Bert en compagnie de Johan Chérifi, donc du côté de la capitale pour cette manifestation de soutien au peuple afghan. Il a dit oui. Emmanuel Macron a donné son accord à l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. La célèbre meneuse de revue franco-américaine sera la 6e femme à reposer dans le temple républicain et la première femme noire. On va écouter tout de suite un petit extrait de sa célèbre chanson « J'ai deux amours ». Et maintenant, j'ai deux amours. J'ai deux amours. Mon pays Paris part toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est belle. Mais à quoi bon lever ce qui m'ensorcelle, c'est Paris. Une panthéonisation pour cette figure de la résistance française également. Elle est très engagée dans la lutte antiraciste. La cérémonie devrait avoir lieu le 30 novembre prochain. Elle fait suite à un lancement d'une pétition il y a 2 ans par l'essayiste Laurent Kupferman qui avait rassemblé 38 000 signatures. Une grande joie pour Jennifer Guédon, membre du collectif Oser Joséphine au Panthéon. C'est une grande joie, une grande satisfaction, c'est une aventure humaine en fait. C'est à l'image de Joséphine Baker. C'était une campagne généreuse, engagée et la rencontre avec le président et ce pourquoi en fait on a mené campagne en quelque sorte et on a essayé de fédérer un maximum. Et ça a été le cas parce qu'on a eu beaucoup de mobilisation de personnalités du monde de la culture, politique, de tous bords et il y avait un consensus. Elle méritait, ce pourquoi on a milité entre guillemets, c'est évidemment pour son engagement pendant la guerre de résistante et puis c'est cette figure de valeurs républicaines, de la liberté, de la solidarité, de la fraternité qu'elle incarne. 17h23 sur BFM TV. Restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ces 3 homicides du côté de Marseille la nuit dernière. 2 affaires pour l'heure sans lien établi. Il pourrait s'agir de règlement de compte sur fond de trafic de drogue. A tout de suite. Du lundi au jeudi, Calvi 3D, c'est le direct, le débat, le décryptage. Dès 18h50, je vous donne rendez-vous pour Calvi 3D. Pour savoir, pour comprendre, pour débattre, je reçois les meilleurs experts et les acteurs de l'actualité. Calvi 3D, du lundi au jeudi, 18h50, en direct sur BFM TV.
Paulette, la terreur du ménage. Robocop est de retour. Construisez le légendaire cyborg. Une spectaculaire réplique de grande taille, entièrement articulée. Le numéro 1, 50 centimes chez votre marchand de journaux. Avec Perco, votre dos ne craint plus les papas tu portes ou Roméo 52 kg. Grâce à leur tenseur, les secondes peaux de Perco redressent votre dos, renforcent vos muscles et soulagent vos douleurs pour enfin revivre pleinement. Perco, libérez votre dos. Commandez sur perco.com. Dispositif médical. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs. Got a feeling in my bones. I'm not gonna sit around here waiting. My time is now. Ah, ça fait du bien être en vacances. Mais on n'a plus l'habitude de laisser la maison toute seule. Ben, faites comme nous, prenez une alarme Vérissure. Tu crois? Mais oui, regarde. Là, je peux te dire que tout va bien à la maison. Et si quelqu'un essaye de rentrer, c'est Vérissure qui prend le contrôle. On devrait faire pareil, nous. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. SFR présente le dimanche idéal de la coloc. Bah déjà mon ordi avec la fibre. Ok, et ma série? Et son casque aussi. Ça va? Il y a un peu de challenge pour lui. Elle a dit un peu de challenge, parce que là c'est chaud là quand même. Pour une rentrée idéale, redémarrez à pleine puissance avec la fibre de SFR. SFR, enjoy. Alors, nouvelle voiture? Ouais, acheté d'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la couleur. Gris, c'est flashy quoi, c'est... Ah ouais, ah si. Oh. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Porter les cartons de déménagement, c'est pas un problème. C'est plutôt l'administratif, le souci. C'est pas que j'ai une phobie, mais bon. Enfin, vous voyez quoi. Du coup, j'espère que pour mon contrat d'énergie, ça sera plus simple. Si vous voulez faire simple, pour votre nouveau logement, choisissez les offres Elec Verte et Gaz Naturel d'Engie. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Avec Perco, votre dos ne craint plus les papas tu portes ou Roméo 52 kg. Grâce à leur tenseur, les secondes peaux de Perco redressent votre dos, renforcent vos muscles et soulagent vos douleurs pour enfin revivre pleinement. Perco, libérez votre dos. Commandez sur perco.com. Dispositif médical. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui quoi? C'est tellement important. Ben, perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement là, hein. Moi je la comprends. Moi non plus, je le connais pas ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps même. Bah j'avoue, moi aussi j'hésite. Hein. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace ce vaccin? Ah oui. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Le temps a parfois été très agité ces dernières heures avec des orages assez virulents qui ont traversé une partie du territoire, le nord-est de la France, en lien avec cette perturbation qui a rabattu de l'air frais sur une zone où les températures étaient assez élevées ces dernières heures. Ça a donné en effet des orages parfois assez spectaculaires. Regardez ce magnifique cliché photographié il y a quelques heures dans le département de la Haute-Saône. C'était l'un des départements placés en vigilance orange pour de violents orages. Par Météo France, on a recensé plusieurs centaines d'éclairs. Alors les prochaines heures encore assez mitigées dans le nord-est
nord-est de la France. Avec ce lundi matin, quelques gouttes de pluie à prévoir entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Beaucoup de nuages également dans le sud-ouest, alors qu'ailleurs, c'est vrai, le ciel bleu sera bien installé. Attention au vent, matin comme après-midi entre Corse et continent. Le Mistral et la Tramontane qui souffleront jusqu'à 70 km/h. Et puis dans le courant de l'après-midi, côté ciel, peu de changements. C'est vrai qu'il y aura du ciel bleu pour la plupart d'entre vous. Toujours beaucoup de nuages ici sur la partie nord-est de la France, entre le bassin parisien notamment et la plaine d'Alsace. Les températures, elles ont baissé, elles ont même chuté par endroits ces dernières heures en lien avec cette perturbation qui rabat un air assez frais, parfois froid. 10 degrés seulement dans la région du Mans ce lundi matin, 13 degrés pas très loin à Rennes, 16 degrés pour les Parisiens, mais déjà 22 degrés sur les bords de la Méditerranée. Et c'est d'ailleurs dans le sud-est que l'on retrouvera les températures les plus élevées pour lundi après-midi, avec 31 degrés à Montpellier, 26 degrés quand même pour les Bordelais, 23 à Paris, 23 également en montant vers le nord pour Lille et 22 degrés sur les bords de Manche. Rapidement, la journée suivante, ça va commencer à s'arranger. Regardez le ciel bleu qui revient grâce à l'anticyclone qui se positionne sur les îles britanniques. Les conditions météo qui seront très agréables également pour la journée suivante de mercredi, mais avec un vent assez frais sur les côtes bretonnes et de l'Atlantique qui soufflera jusqu'à une quarantaine de km/h. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. 17h30 bientôt sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche après-midi. 3 nouveaux homicides à Marseille la nuit dernière, probablement dans des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. 2 hommes tués par balle dans le 14e arrondissement et l'autre dont le corps carbonisé a été retrouvé dans une voiture dans le 13e. Le maire Benoît Payan devrait s'exprimer à ce sujet dans les prochaines heures. Protocole de niveau 2 pour la rentrée scolaire, moins de 2 semaines avant le retour en classe. Jean-Michel Blanquer détaille dans le journal du dimanche les conditions d'accueil des élèves. Ce sera sans passe sanitaire, mais avec masque obligatoire dès le primaire. Le ministre de l'Éducation veut aussi faciliter la vaccination des collégiens et lycéens. Détail à suivre dans notre reportage. Elle a une également la côte nord-est des États-Unis qui se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Henri. Des vents jusqu'à 110 km/h et de fortes pluies qui pourraient provoquer des inondations près de Long Island ou de la Nouvelle-Angleterre. La tempête qui avait un temps atteint le stade supérieur d'ouragan de classe 1. Nous serons à Long Island avec Marie Gentric dans ce journal. La femme aux 2 amours bientôt panthéonisée. Emmanuel Macron a donné son accord à l'entrée au Panthéon de l'artiste, résistante et militante antiraciste Joséphine Baker. La cérémonie devrait se tenir le 30 novembre prochain. Une pétition avait été lancée il y a 2 ans. 3 nouveaux morts dans de possibles règlements de compte donc cette nuit à Marseille. 2 premiers abattus par arme à feu dans le 14e arrondissement. Le 3e retrouvé mort, son corps carbonisé dans une voiture dans le 13e arrondissement. 2 enquêtes ont été confiées à la police judiciaire de la ville. Francesco Carvelli, Michael Flores avec Thibaut Grosse. Les policiers interviennent sur le parking de cette cité marseillaise. 2 hommes de 25 et 26 ans viennent d'être abattus de plusieurs balles. Les armes, des calibres 9 mm et des fusils d'assaut. Les faits se déroulent dans la cité de la Marine Bleue, dans le 14e arrondissement de Marseille. Ce témoin a assisté de loin à la scène. Oui, j'ai fumé la cigarette et je vois que ça court. Et effectivement, bon, le jeune, il a été blessé, je crois, dans la jambe. Et quand il n'a pas pu se mettre, il a essayé de se lever. Quand il a attrapé, il a flingué. Il a tué froidement, quoi. Environ 10 personnes sont arrivées en voiture et ont ouvert le feu sur les victimes. Dans le quartier, les habitants sont sous le choc. On a entendu des coups de feu, ça, pendant quelques minutes, ça n'a pas arrêté. Et après, on entendait les gens crier. Une fois que ça s'est arrêté, les coups de feu. Un peu plus loin, dans le 4e arrondissement, un autre règlement de compte. Un homme est visé par des tirs, puis est enlevé. Arrivé sur place, les policiers découvrent une voiture incendiée avec un corps calciné à l'intérieur. La victime aurait été brûlée vive. Les 3 personnes décédées étaient connues des services de police pour trafic de stupéfiants. Benoît Payan, le maire de Marseille, devrait s'exprimer dans les prochaines heures. Annonce faite tout à l'heure sur BFM TV par notre invité Yannick Ohanessian. L'adjoint à la mairie de Marseille, délégué à la sécurité, s'alarme de la situation de ces dernières années dans la ville.
Même si sur la dernière décennie, malheureusement, on a connu des épisodes malheureux, dramatiques de ce type. Je pense notamment à 2016 où on avait connu un été chaud avec une recrudescence des règlements de compte. Pour autant, la situation est vraiment problématique, dramatique et exceptionnelle. Des questions se posent évidemment, comme tout le monde, mais comment est-il possible dans cette ville d'avoir une circulation aussi facile des armes de poing ou des armes automatiques pour quelques centaines d'euros? On voit bien qu'il y a un trafic qui est organisé, c'est une bande organisée. Marseille est une plateforme du trafic de la drogue, et donc tous ces sujets doivent être mis sur la table et doivent maintenant permettre à chacune et chacun, je pense notamment à l'État aussi, de prendre conscience que dans cette ville, on a besoin de moyens conséquents pour lutter contre les trafics de stupes. Vous posez vous-même la question, Yannick Ohanessian, pourquoi finalement autant d'armes circulent du côté de Marseille? Est-ce que vous avez des éléments d'explication? Écoutez, Marseille, qu'on se le dise, c'est un secret polichinelle, je l'ai dit, c'est une plateforme en réalité mondiale du trafic de drogue. On est une ville portuaire, on sait que ça existe depuis très longtemps. On ne parle pas simplement de petits dealers, on parle là de grand banditisme. Le responsable du syndicat Alliance le rappelait, on parle de bandes organisées, on parle de cartels ici à Marseille. Et donc les moyens par parcimonie ne suffiront pas. Et je l'ai dit depuis ces 10 dernières années, une décennie où gouvernements successifs se sont, je le dis, cassés les dents sur cette histoire parce que la politique des petits pas, ici en la matière, ne fonctionne pas. Il faut des moyens conséquents, il faut un engagement global avec l'ensemble des acteurs nationaux, locaux. Et en ce sens, le maire de Marseille fera, je pense, des annonces dans les prochaines heures. Mais on a besoin d'un engagement très fort de l'État sur cette question. Donc pour vous, ça veut dire que les moyens mis en place, ces 94 policiers par exemple qui ont été déployés depuis le début de l'année, ça n'a pas été suffisant, il fallait bien au-delà? Et de quelle manière? Et de toute évidence, vous voyez bien, 94 policiers, évidemment, on accueille cela avec enthousiasme, mais ce n'est pas suffisant. Il faut redonner des moyens à la justice, il faut redonner des moyens à la police judiciaire, il faut finalement s'attaquer à ce qui fait le plus mal, c'est-à-dire à l'argent et aux armes. Et pour cela, il faut, je crois, un engagement total et un engagement global, à la fois des acteurs locaux, à la fois des bailleurs sociaux, de l'État, des services de la préfecture. Tout le monde doit se mettre autour de la table parce qu'on voit bien que malheureusement, même si on a des moyens humains supplémentaires, on voit bien que ce n'est pas à la hauteur de la situation. On vit une situation malheureuse et exceptionnelle. Et à ce titre, il faut des moyens dans l'urgence. Dans l'actualité également, il y a cette inquiétude qui persiste dans le Var avec des pompiers toujours à pied d'œuvre ce dimanche contre le risque d'incendie qui reste très sévère dans le département du Var à l'accès de tous les massifs strictement interdits. Ce qui inquiète actuellement, en particulier dans le massif des Morts où plus de 7000 hectares ont brûlé faisant 2 morts, c'est la menace des vents forts et de la sécheresse et donc de possibles nouveaux départs de feu. Pour parler de cette situation, on est avec un invité à distance, Dominique Lin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de la commune du Luc, vous êtes également président du service départemental d'incendie et de secours du Var. La première question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est celle de la situation sur place au moment où l'on se parle, 17h37. On craint sur place toujours ce réveil du vent du Mistral. Oui, je vous le confirme, on craint toujours ce réveil du Mistral. D'ailleurs, ce Mistral se lève sur une partie du département, puisque, bien évidemment, c'est l'ensemble du département du Var qui va donc être impacté par ce Mistral. Et sur une partie, déjà, le Mistral se lève et ici, on commence à avoir le vent qui bouge. Alors, le feu n'est pas totalement maîtrisé à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas le cas. Quels sont les moyens humains, matériels qui sont déployés à l'heure actuelle ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier on a profité de la calmie au niveau du vent et de la météorologie. Nous avons travaillé énormément sur le territoire en effectuant des barrières avec du retardant. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est pratiquement à 2000 largages sur l'ensemble de ce feu ici en cœur du Var. On a aujourd'hui 500 pompiers déployés en attente sur ce feu, puisqu'on a été obligé aussi, compte tenu des conditions météorologiques sur l'ensemble du département, de redéployer d'autres pompiers sur d'autres territoires varois. Et aujourd'hui, on a 250 véhicules engagés. Donc voilà un petit peu les moyens et aussi, bien évidemment, sans oublier nos moyens aériens qui sont prêts et
prépositionnés pour intervenir le plus rapidement possible à partir de la moindre fumée que nous détectons. Dominique Lin, est-ce que vous en savez plus sur l'enquête qui a été engagée pour connaître l'origine de cet incendie ? Non, actuellement, je n'en sais pas plus. On n'est que sur des éléments factuels. J'ai pu constater que le départ de feu est bien parti donc de cette aire d'autoroute, l'aire des Cigues à Gonfaron. Aujourd'hui, on est sur ces éléments-là. Je n'ai pas d'autres informations à l'heure où je vous parle. Alors on le rappelle, il y a plus de 7000 hectares de forêt qui sont partis en fumée depuis lundi. Qu'est-ce qui est prévu pour revégétaliser cette flore dans le Var ? Alors bien évidemment, après, lorsque le feu sera donc noyé et que l'on pourra réinvestir ces lieux-là, nous allons donc avoir les experts de l'ONF, les experts de la forêt qui vont venir constater les dégâts, puisque le feu n'est pas intervenu, si je puis dire, de la même façon sur le territoire. Il est passé plus rapidement dans certaines zones au départ du feu. Il a stagné en deuxième partie. Donc les territoires sont touchés de façon différente au niveau de la faune et de la flore par rapport à ce feu et au fait qu'il soit resté plus longtemps sur certaines zones et un peu moins sur d'autres. Donc il y aura très certainement, bien évidemment, donc une expertise nécessaire. Et cette expertise-là donnera des éléments différents selon le territoire, selon l'état que l'on va retrouver. Parce que, je le répète, pour avoir survolé la zone, on a des espaces verts, des espaces noirs, des espaces verts. Et le feu a sauté, je vous rappelle, de plus de 800 mètres et a donc, à des moments donnés, préservé des poumons verts au milieu d'un entourage noirci. Brièvement, comment est-ce qu'on protège la population dans ces cas-là ? Vous savez, les Varois et les Varoises ont la culture du feu. Donc dès qu'ils entendent que l'on parle de régime sévère pour les massifs, bien évidemment, il y a des réflexes qui viennent. Et le réflexe qu'il faut avoir, c'est ne pas rester sur une zone lorsqu'on n'est pas obligé de rester sur une zone qui est concernée par une possibilité de départ de feu. Et lorsque l'on y est, lorsque notre maison est une maison, j'allais dire, correcte, on reste à l'intérieur, on se calfeutre et on laisse passer le feu. Merci beaucoup Dominique Lin pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune du Luc, donc dans le Var. On prend maintenant la direction des États-Unis, sur la côte nord-est du pays. C'est l'arrivée de la tempête tropicale Henri qui se précise, passé au grade d'ouragan hier. Il avait perturbé la tenue d'un concert organisé donc au Central Park de New York pour marquer les retrouvailles des artistes avec le public. Le tour de chant de Barry Manilow avait dû être interrompu. Et depuis, la situation a récemment évolué. Marie Gentric, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Finalement, l'ouragan Henri a été rétrogradé en tempête tropicale, mais toujours où vous vous trouvez, du côté de Long Island, on s'attend à de fortes pluies. Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, on s'attend à de fortes pluies et on peut le dire, là déjà au cours des dernières heures, la situation s'est beaucoup dégradée. Il y a beaucoup plus de pluie que tout à l'heure et puis également beaucoup plus de vent. Je vais demander juste à la caméra de se tourner un tout petit peu pour que vous puissiez voir les vents qui sont quand même importants. On peut voir les arbres qui déjà s'agitent énormément. Alors là, je suis juste à côté de la plage, une plage qui est d'ailleurs fermée au public. On a dû marcher, on était à pied pour pouvoir y avoir accès. Donc vraiment cette ville de Long Island qui a pris plusieurs mesures. D'ailleurs, plusieurs habitants hier se sont rendus au supermarché pour faire des réserves, pour pouvoir faire des stocks en quelque sorte et savoir qu'ils n'auront pas besoin de sortir chez eux au cours des prochains jours si la situation est trop dangereuse. Certains m'ont aussi parlé de Sandy en 2012. C'est un ouragan qui avait complètement bouleversé les États-Unis. Ce n'était plus un ouragan lorsqu'il avait atteint New York, mais il a quand même fait d'énormes dégâts et quasiment 10 ans plus tard, il y a toujours ce traumatisme extrêmement important. Donc là, on s'attend à ce que le pic de la situation, le pire de la situation soit d'ici une demi-heure à peu près, d'ici midi 15 heure locale. C'est le moment auquel la tempête devrait toucher terre. On s'attend à des rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 112 km/h, entre 7 et 15 cm de pluie qui sont attendus. Et Joe Biden devrait s'exprimer un petit peu plus tard dans la journée sur la menace que présente cette tempête. Merci beaucoup Marie Gentric. On a réussi à vous apercevoir malgré donc cette pluie qui commence à tomber dans l'est des États-Unis. On reprend maintenant la direction de la France avec cette rentrée des classes qui a lieu dans moins de 2 semaines. Et Jean-Michel Blanquer qui précise dans les colonnes du journal du dimanche le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les établissements. Le ministre retient le scénario numéro 2. Donc,
pas de passe sanitaire, présence en classe et port du masque obligatoire dès le niveau élémentaire. Et par ailleurs, l'accès à la vaccination sera facilité pour les collégiens, les lycéens, leurs enseignants, les encadrants. Rentrée 2021, mode d'emploi, Guillaume Barqui. Le plan s'appelle « Objectif zéro école fermée » et se résume en 4 points. Tout d'abord, pas de passe sanitaire pour aller à l'école à la rentrée. Une mesure valable dans l'enceinte de l'établissement comme durant les sorties scolaires. Mais pour certaines, il faudra montrer le fameux code QR dans les lieux en contact avec le public, comme les musées par exemple. Deuxième point, l'isolement pendant 7 jours de chaque collégien ou lycéen testé positif s'il n'est pas vacciné ou immunisé. Une différence de traitement que le ministre de l'Éducation assume. Nous partons de la même règle que pour le reste de la population. Une personne cas contact qui est vaccinée n'est pas soumise à une période d'isolement. Troisième point, la campagne de vaccination. Jean-Michel Blanquer souhaite mettre en place un centre par établissement. Certains syndicats craignent que ce nouveau protocole change dans les prochaines semaines ou prochains mois, comme l'explique Jean-Rémy Girard du syndicat national des lycées et collèges. L'état d'esprit il est un peu blasé. On va devoir surveiller ce qui se passe d'une semaine sur l'autre si on ne doit pas modifier, changer un certain nombre de mesures qu'on est en train d'appliquer. On a passé toute l'année scolaire dernière dans des conditions qui n'étaient pas simples et on sent bien que c'est pas fini. Enfin, les mesures de prévention comme les gestes barrières ou le nettoyage des locaux ne changent pas. Par précaution, les sports de contact en intérieur seront toutefois interdits. Jean-Michel Blanquer souhaite également la généralisation de capteurs de CO2 dans les classes. Et la rentrée des classes pour BFM TV, c'est dès demain, lundi, avec déjà 2 invités exceptionnels. La situation sanitaire sera au cœur de votre nouveau rendez-vous Calvi 3D. Yves Calvi qui recevra à 18h50 le ministre de la Santé, Olivier Véran. Notre autre invité de marque sera Nicolas Hulot. Vous l'avez vu, l'ancien ministre de la Transition écologique sur le plateau de Ligne Rouge avec Aurélie Casse. Juste après la diffusion de notre long format Climat, l'Apocalypse, ce sera à 21h30. L'actualité en Afghanistan, maintenant, depuis la prise du pouvoir par les talibans il y a une semaine, la situation est toujours très tendue à l'aéroport de Kaboul. 7 personnes ont perdu la vie dans des mouvements de foule, selon le ministère britannique de la Défense. Les talibans qui pointent, eux, du doigt la responsabilité des Américains dans ce chaos, alors que des dizaines de milliers d'Afghans tentent toujours de quitter le pays. Victoria Fontan, cette dinardaise, est arrivée à Kaboul en janvier 2019. Elle ne pensait pas un jour vivre une semaine aussi dense et intense émotionnellement. La prise de Kaboul par les talibans a rebattu les cartes, avec pour elle un objectif, revenir en France. Le récit, Adrien Portron. C'est un sourire de soulagement. Victoria Fontan retrouve le sol français après avoir vécu pendant une semaine dans la crainte et l'incertitude. Retour sur 6 jours de sa vie où tout a basculé. C'est un réveil amer dans la capitale afghane ce lundi 16 août. Les talibans se sont emparés la veille de Kaboul. Victoria Fontan tente de fuir le pays. Évacuée de son université, elle se calfeutre dans un baraquement à 10 km de l'aéroport. Je suis toujours dans le même campement d'une compagnie de sécurité privée près de l'aéroport. La situation est toujours tendue. L'avion est là, donc j'ai jusqu'à ce soir pour arriver à l'endroit où tous les Français sont ralliés. Le souci, c'est que ma compagnie de sécurité privée n'ose pas s'aventurer dehors. Impossible donc d'aller jusqu'à l'aéroport. La situation va même s'empirer. Ce soir-là, on va être encerclés et attaqués par les talibans qui vont prendre possession du compound et à partir du lendemain matin, nous assigner à résidence et nous dire si vous sortez, on vous arrête. S'ouvrent alors des négociations. Après 2 jours de pourparlers, un accord est trouvé avec les nouveaux maîtres de Kaboul. $300 par personne versés aux talibans. En échange, ils escortent Victoria Fontan et son équipe. Vendredi matin très tôt, nous avons finalement pu quitter notre compound et je dois dire qu'on s'en est bien sorti. On était aux mains du groupe Akali qui est l'aile la plus extrême du mouvement taliban. Je dois dire que jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport de Kaboul, on n'en menait pas large. À minuit 30 ce samedi, elle embarque dans un premier vol direction Abu Dhabi avant de fouler cette fois-ci le sol de Roissy en fin de soirée. Lundi, je prépare la rentrée des classes.
Et puis, on est censé commencer le trimestre en France. La rentrée des classes en Afghanistan, en ligne. Cette mission de l'université, il faut vraiment qu'elle continue absolument et je serai là jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pour prôner ce qu'elle fait de mieux, la paix et la liberté. Dans l'actualité également, la femme aux deux amours, bientôt panthéonisée. Emmanuel Macron a donné son accord à l'entrée au panthéon de l'artiste, mais aussi de la résistante et de la militante antiraciste Joséphine Baker. La cérémonie devrait se tenir le 30 novembre. C'est l'aboutissement d'une pétition qui avait été lancée il y a 2 ans, à l'initiative notamment de l'essayiste Laurent Kupferman. Il était notre invité tout à l'heure. C'est Régis Debray qui en premier avait eu cette idée. En 2013, il avait fait un papier dans Le Monde et je dois dire que j'avais trouvé son idée juste et lumineuse. Et comme ça n'avait pas été suivi d'effet, j'ai repris l'idée, je l'ai relancée avec d'autres. Il y a Pascal Horry de l'Académie française, il y a Pascal Bruckner, il y a Jennifer Guédon, il y a Laurent Voulzy, Brian Baker bien entendu. Et j'ai oublié votre question. Pourquoi vous avez décidé justement de relancer du coup cette pétition, en tout cas de cet appel à la panthéonisation? Pourquoi ? Parce que il nous semble que cette panthéonisation fait sens. Parce que Joséphine Baker est une femme courageuse, une femme libre, qui s'est engagée puissamment dans tout ce qu'elle a fait, que ce soit dans son parcours artistique. Évidemment, une fois qu'elle est devenue française par mariage en 1937, quand elle a épousé Jean Lévy, le fondateur de la Pie qui chante. Voilà, parce qu'elle est née en 1906, on va dire, dans le Missouri. Oui, tout à fait. Elle est américaine. Elle est née américaine, dans une famille extrêmement pauvre. Elle avait tout contre elle. Elle est née dans un pays où il y avait la ségrégation. Des bus pour les Blancs, des bus pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs. Elle a été mise au travail dès l'âge de 9 ans. Elle avait vraiment tous les obstacles devant elle et elle les a surmontés. Joséphine Baker, c'est la femme qui illustre bien que tout est possible. Et est-ce qu'elle illustre bien aussi les valeurs de la République française ? Parce qu'on imagine que pour entrer au Panthéon, il faut quand même un certain nombre de critères. Alors le Panthéon, c'est pas le top 50. Pour rentrer au Panthéon, il faut avoir porté un message qui contribue aux valeurs civiques de la nation. Donc c'est le cas de Joséphine Baker. Elle illustre parfaitement la République des droits et des devoirs. Les droits, on en a parlé, l'égalité homme-femme, elle est une femme qui porte ces valeurs-là, par sa liberté. Le devoir, c'est que dès la guerre déclarée en 1939, elle va voir le commandant Aptet au 2e bureau et elle lui dit « La France m'a tout donné, je vous donne ma vie, faites de moi ce que vous voulez ». Et elle s'engage dans les armées françaises. À la capitulation, c'est la drôle de guerre, donc à la capitulation, elle s'engage dans le sillage du général de Gaulle et elle continue dans la résistance jusqu'au dernier jour. Après, elle s'engage aussi dans la lutte contre le racisme. Alors, dans son pays d'origine, aux côtés de Martin Luther King, où elle est lors de la marche de Washington, c'est la seule femme qui est présente. Mais elle est présente comment ? Elle vient avec son uniforme de l'armée de l'air française. Elle vient en tant que Française. Absolument, avec toutes ses médailles françaises, toutes ses décorations. Donc elle vient absolument en tant que Française. Elle a choisi la France, c'est son pays. Donc, et puis il y a aussi ses engagements aux côtés de la LICRA qui deviendra la LICRA, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Dans un moment comme celui d'aujourd'hui, où on voit que chacun se replie sur ses identités, quelles qu'elles soient, son orientation sexuelle, ses origines, peu importe. Eh bien, c'est bon pour la nation d'avoir quelqu'un qui nous permette de nous rassembler, de faire bloc, de faire unité. Parce que votre pétition que vous avez lancée, elle avait réuni autour de 40 000 signatures, c'est ça, à peu près. Pourquoi maintenant, à votre avis ? Pourquoi Emmanuel Macron décide maintenant de prendre cette décision et de vous suivre finalement ? Eh bien, je pense que les combats qu'incarne Joséphine Baker résonnent puissamment aujourd'hui. On a vraiment besoin d'un exemple comme le sien pour se rassembler, se réunir, comme ce qu'elle a fait aussi avec la tribu Arc-en-Ciel. C'est assez remarquable. Elle avait perdu son enfant avec Jean Lyon, donc elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle a
Vous regardiez la photo, c'est pour oui, ça tout que à vous fait, a troublé. j'ai été troublé par la photo. Elle a adopté 12 enfants venus des 4 coins du monde et elle s'en est occupée d'une manière tout à fait remarquable. C'est une femme qui est extrêmement courageuse et moi j'avoue que ça fait du bien. C'est la fin de ce non-stop. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Cédric de m'avoir accompagné. Merci Fanny. Vous avez rendez-vous dans quelques secondes avec BFM Soir. Clémence Dibou et Jean-Wilfried Forquès reviendront notamment sur ces 3 nouveaux homicides du côté de Marseille la nuit dernière. Probablement des règlements de compte sur fond de trafic de drogue.